Bonsoir à tous, bienvenue à vous pour une nouvelle édition du 19h dont voici les grands titres. Ce début de semaine est marqué par la poursuite de la vaste campagne de vaccination de la population contre la Covid-19. Le Centre national de vaccination a été transféré au Grimaldi Forum, c'est désormais là qu'il faut se rendre. Le prince Albert II est allé découvrir ses nouvelles installations peu après l'ouverture du centre. Reportage complet à suivre. Monaco se prépare à célébrer les festivités de Sainte-Dévote. Contexte sanitaire oblige, il a fallu aménager l'organisation de cet événement patrimonial si cher au cœur des Monégasques. Vous pourrez notamment en suivre les temps forts mardi en fin de journée sur Monaco Info. Dans ce journal, nous vous donnerons toutes les informations pratiques liées aux célébrations. C'est l'une des grandes figures du cinéma d'auteur français. Le réalisateur Arnaud Desplechin sera notre invité alors qu'il est venu donner une conférence à Monaco sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre. Une conférence intitulée « Cinéma, un art de l'ellipse ». Paris relevé pour l'Automobile Club de Monaco. Le Rallye Monte-Carlo a répondu à toutes les attentes. Non seulement il a pu se tenir malgré les contraintes sanitaires, mais il aura été marqué par la très belle et 8e victoire dans l'épreuve de Sébastien Ogier. Retour dans cette édition sur une 89e édition qui restera dans les annales. Il sera aussi question de football avec l'ASM qui a signé une très belle victoire face à Marseille ce week-end. Et la Roca Team, quant à elle, qui est à Badalone en Espagne où elle disputera mardi son 3e match de poule du top 16 d'Eurocup. Mais ouvrons tout de suite une large page consacrée à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le Centre national ne se trouve donc plus à l'espace Léo Ferré avec le centre de dépistage. Il a déménagé au Grimaldi Forum où vous vous trouvez, Alexandra Pani. Oui Patricia, vous l'avez dit, la vaccination et le dépistage se font désormais dans deux centres bien distincts. L'espace Ravel offre ainsi plus de bureaux d'accueil, mais également plus de box de vaccination, 14 contre 6 auparavant. Cette première journée d'ouverture de ce nouveau centre a été marquée par la visite du prince souverain et du ministre d'État que vous pouvez voir à l'image. Je me trouve justement en présence de ce dernier. Nous nous trouvons dans ce tout nouveau centre. C'est important pour le gouvernement de bien séparer déjà pour commencer le dépistage et la vaccination aujourd'hui. Oui, c'est important de le faire. Et nous le faisons aussi parce qu'il a fallu monter en puissance en ce qui concerne les vaccinations. Je crois que les premières semaines de vaccination ont montré qu'il y avait une forte demande au sein de la principauté. Et donc, il fallait changer de dimensionnement, ce qui est fait aujourd'hui dans des conditions qui sont très satisfaisantes, comme vous avez pu le noter. Par rapport aux pays voisins, est-ce qu'à Monaco, il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus par rapport aux doses qui sont incriminées? Là, il y a quand même, comme dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, il y a l'interrogation, c'est celle de la ressource. Je crois que vous avez vu les difficultés qu'il y a au niveau de certains producteurs de vaccins, mais il faut se mettre en condition effectivement pour être le plus efficient possible, pour satisfaire la demande. Satisfaire une demande qui ne s'est pas fait attendre ici. Ce nouveau centre pourra accueillir jusqu'à 600 personnes vaccinées par jour en capacité maximale. La prise en charge qui vraiment est très bien faite et avec des équipes qui sont maintenant bien rodées et bien formées pour essayer de vacciner le plus de personnes possible. Résidents, mais bien sûr, mais aussi dans un deuxième temps salariés et puis scolaires. Sur place, les personnes sont tout d'abord prises en charge au niveau des bureaux d'accueil. Ils sont ensuite dirigés dans les box dédiées aux consultations où le médecin s'assure de l'état de santé de la personne et de l'absence de contre-indications avant de se rendre dans ceux réservés à la vaccination. Une fois la première injection faite, un temps d'attente doit être observé avant de regagner son domicile. Le déménagement du centre au Grimaldi Forum apporte donc plus de confort grâce au mètre carré gagné. Nous avons à partir de demain les premiers rappels vaccinaux parce que les vaccins sont 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Et donc il faut que nous soyons en capacité à la fois de faire le rappel, donc de traiter environ 250 personnes par jour et de continuer à vacciner largement les personnes qui le désirent. Donc il fallait augmenter nos capacités. Les vaccins reçus en principauté sont des vaccins Pfizer qui ont été les premiers à bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, donc les premiers à être distribués. Donc nous avons été approvisionnés en vaccin Pfizer et nous sommes aussi positionnés pour recevoir du vaccin Moderna. C'est le même principe
mais la conservation est plus facile. Et puis du vaccin AstraZeneca qui fonctionne sur un principe vaccinal différent. Et je vous rappelle, Patricia, qu'actuellement, ce sont donc les personnes de 65 ans et plus qui peuvent se faire vacciner, mais également les adultes qui ont des facteurs à risque. Et depuis aujourd'hui, ce sont pas moins de 4000 personnes qui ont été vaccinées depuis le début du mois de janvier. La vaccination a été au cœur de nombreux débats au cours des derniers mois dans l'opinion publique, certains redoutant qu'elle ne soit obligatoire, d'autres doutant de l'efficacité des vaccins. Mais il n'en reste pas moins que la vaccination est présentée comme la meilleure arme contre le virus. Alexandra Pagny est allée demander aux personnes qui se faisaient vacciner au Centre national ce qui les avait décidées. Je pense que c'est très important parce qu'il faut qu'on arrive quand même à une immunité collective et puis se protéger pour l'économie comme pour la santé, je pense que c'est vital. Je crois que plus on sera nombreux à se faire vacciner et plus le Covid va s'éloigner. Je crois que c'est vraiment important qu'il y ait un maximum de gens qui se fassent vacciner. Je pense que c'est nécessaire, il n'y a pas d'autre solution et pour l'instant c'est la seule. Puis ça fait peur, tous ces variants dont on entend parler, qui sont plus contaminants. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'a poussé à faire au plus vite en tout cas ce vaccin. Parce que je voudrais vivre libre, comme ça, comme tout le monde avant. Monaco s'apprête à célébrer sa sainte patronne, sainte dévote. Plusieurs temps forts vont avoir lieu, mais le déroulé traditionnel a bien sûr été modifié en raison de la crise sanitaire, comme vous allez nous l'expliquer, Sandrine Nègre. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, Sainte Dévote sera à l'honneur pendant 2 jours, demain mardi 26 et mercredi 27, mais tout ne se déroulera pas exactement comme par le passé. Il faudra compter sur des ajustements, tout comme lors de la dernière fête nationale monégasque. Alors commençons par les horaires des cérémonies qui sont anticipés pour respecter le couvre-feu de 19 h. La barque, toujours très attendue, arrivera vers 17 h 15. Suivra ensuite l'arrivée des reliques dans l'église Sainte-Dévote. Il n'y aura pas de procession telle que nous la connaissons. Elle sera très petite, avec certains scouts notamment, mais le public ne pourra en aucun cas y prendre part. Ainsi, pour favoriser la participation des fidèles, une zone sera organisée afin de permettre à chacun de suivre les cérémonies sur écran géant. 150 places sont prévues. Si vous désirez vous rendre sur le quai, vous pourrez ainsi vous installer à partir de 17 h. Si vous n'avez pas prévu de vous rendre sur place, je profite de cet instant pour vous signaler que vous pourrez tout suivre en direct sur Monaco Info dès 17 h 30. J'aurai le plaisir d'être aux côtés de l'abbé Christian Venard pour assurer les commentaires. Seules les personnes dûment autorisées pourront se rendre dans l'église Sainte-Dévote. Le public ne pourra pas accéder à la place. L'embrasement de la barque se déroulera sur le quai Albert Ier côté nord et à l'issue, le public ne pourra pas, comme à l'accoutumée, tenter de récupérer les fameux clous. Les feux d'artifice, eux, sont annulés. Enfin, le 27 au matin, dès 9 h 50, vous pourrez assister au cœur de la cathédrale à la messe pontificale présidée par Monseigneur David. L'entrée est libre dans la limite des 200 places disponibles. La procession sera remplacée cette année par une bénédiction sur le parvis de la cathédrale à l'issue de la messe. Rendez-vous est pris, Sandrine, donc mardi 17 h 30 sur notre antenne. À suivre également demain mardi, un joli clin d'œil au Festival international du cirque de Monte-Carlo, Christine Datomel. Vous êtes nombreux à être attristés par le fait que le festival du cirque de Monte-Carlo soit annulé en raison des conditions sanitaires actuelles. Alors pour atténuer votre déception, Monaco Info a décidé de rediffuser la 40e édition du festival du cirque de Monte-Carlo. Un spectacle unique dans l'histoire du cirque avec les plus grands numéros primés au festival de Monte-Carlo et qui s'est déroulé en 2016. Une rediffusion donc à suivre ce mardi dès 21 h sur notre antenne. Un point info chantier avec l'installation de la base de vie du projet Testimonio. Oui, ce sont des unités essentielles au bon déroulement du chantier, Patricia. Un projet immobilier domanial qui, vous le savez, est très attendu par les Monégasques. Et pour ne pas perturber la circulation automobile, le transport de ces nouveaux allomates ne peut être fait qu'à la nuit tombée, entre 19 h et 1 h du matin, engendrant ainsi des nuisances sonores pour les riverains. Eh bien, sachez que ces perturbations prendront fin d'ici la fin de la semaine, ces installations étant sur le point d'être achevées. Et puis une jolie surprise, il y prend goût.
Oui, c'est une belle surprise. Gad Elmaleh est de retour à Monaco. Face au succès de son précédent spectacle, l'humoriste se produira de nouveau au Grimaldi Forum le 31 janvier et puis les 6, 7, 13 et 14 février. Pour réserver vos places, sachez que la billetterie du Centre culturel ouvrira mardi à partir de 10 h. Il a obtenu le César du meilleur réalisateur en 2016 pour son film « 3 souvenirs de ma jeunesse ». C'est un habitué du Festival de Cannes où ses films ont été très souvent en compétition ou dans les sélections parallèles. Le réalisateur Arnaud Desplechin a été invité par la Fondation Prince-Pierre à donner une conférence au Théâtre des Variétés. Il est notre invité. Bonsoir Arnaud Desplechin. Bonsoir Patricia. C'est un peu la question que l'on pose à tous les artistes ou figures du monde culturel qui viennent se produire ou participer à des événements à Monaco. Vous regrettez que la culture soit la grande oubliée de cette crise, alors qu'à Monaco, des solutions ont été mises en place pour qu'elle reste bien vivante? J'ai été très frappé, voyez-vous, parce que j'ai un ami metteur en scène de théâtre et acteur qui est Clément Hervieux-Léger, qui avait fait un merveilleux Goldoni, qui a eu beaucoup de prix l'année dernière en France et que j'ai vu en France. Et il est venu vous visiter à Monaco. Et je pensais que c'était une exception puisque tous les théâtres étaient arrêtés en France et vous, à Monaco, vous trouviez le moyen que le spectacle continue. Alors, vous avez trouvé la recette magique qui nous manque encore en France. Avec la crise actuelle, est-ce que c'est un peu l'avenir du cinéma qui se joue aujourd'hui ? Je ne pense pas, parce que vous voyez, moi-même, je viens de tourner un nouveau film de fiction, je viens de tourner un film de télévision adapté d'une pièce de théâtre que j'avais mise en scène au Français, je m'apprête à tourner un film en octobre, je vois autour de moi, j'ai beaucoup de camarades qui tournent des films, il y a plein de films qui... Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'on fasse des films pour des gens, il faut qu'on dialogue avec les spectateurs, donc il faut que les salles de spectacle réouvrent, pour que, vous voyez, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des films pour moi je veux faire des films pour les gens, donc je veux leur montrer ce que j'ai fait, savoir si ça leur plaît, ce qui leur déplaît, etc. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est les salles. Et voilà, alors, on parle beaucoup des moyens de diffusion, mais vous estimez que les salles de cinéma doivent rester prioritaires dans cette diffusion des films? Pas seulement, je vous disais, j'ai fait un film pour la télévision que je n'ai pas encore fini, dont je suis très fier, qui est donc avec les acteurs de la Comédie Française, et donc on aura terminé d'ici 1 mois ou 2, et qui sera montré sur France Télévisions, et je suis très fier de le faire pour le câble. Mais le film de cinéma que j'ai fait, vous voyez, c'est pour voir des visages plus grands que les vôtres, c'est pour un écran. Je l'ai fabriqué pour un écran et je vois cette magie qu'il y a aux salles de cinéma et autant j'adore regarder la télévision, autant je pense que c'est bien qu'il reste cette exception qui est ce moment de spectacle où on regarde un film ensemble, des images qui sont plus grandes que nous. La conférence que vous donnez aujourd'hui à Monaco s'intitule « Cinéma, un art de l'ellipse ». Derrière ce titre se cacherait une sorte de stratégie, entre guillemets, mise en place par le réalisateur dans son travail de mise en scène pour capter le spectateur. Ah, ça, c'est le titre vient de Jacques Kermabon qui va mener le show, puisque ce sera lui le metteur en scène et moi je serai son acteur. Et Art de l'ellipse, ça me fait penser à Lubitsch, qui est ce cinéaste d'origine autrichienne, cinéaste américain très fameux. Et c'est vrai que quand on fait un film, on raconte avec des trous. Et vous parliez des séries télé. Les séries télé, ils remplissent tous les trous. Vous voyez, vous n'avez pas de trou dans le récit, on vous raconte tout le début, la belle-mère, le cousin, le neveu, on vous raconte tout. Dans la télé, ce qui est pas mal dans les films, c'est qu'il y a des trous, il y a des ellipses. Et ça, c'est assez irremplaçable, c'est le récit va un peu plus vite. Les comédiens jouent un rôle très important. Vous les mettez au cœur du processus. Vous les sollicitez, mais vous les préservez aussi. Oui, je crois que le stade ultime, l'outil le plus parfait de mise en scène, bien sûr, il y a la caméra, il y a la technique qui m'intéresse beaucoup, etc. Mais l'outil le plus précieux pour dire un peu de vérité ou un peu de conte ou un peu de fable ou un peu de magie aux spectateurs, ce sont les acteurs. Et donc d'entretenir un dialogue avec les acteurs, c'est toute ma vie. Je ferai n'importe quoi pour qu'un acteur soit 1% mieux dans la prise d'après que dans la prise d'avant. Je leur ai donné ma vie et je suis hyper fier de ça. Vous attachez ensuite une importance capitale, c'est ce que j'ai lu, hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, à la phase de transposition, en quelque sorte, la phase entre ce que vous avez tourné et le montage final. Moi, je suis très technicien. Vous savez, j'ai fait une école de cinéma, donc j'ai appris tous les métiers techniques et donc je ne m'ennuie à aucun des moments de la fabrication du film. Par exemple, il y a beaucoup de réalisateurs qui s'ennuient en préparation. Moi, j'adore ça parce que tout d'un coup, vous dépliez le film et tout devient possible.
Et vous voyez, je ne m'ennuie pas du tout, les acteurs ne sont pas encore là, on prépare, on se dit comment est-ce qu'on va filmer, dans quel décor, où est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on placera la caméra et ça. J'adore ce moment-là. Et le moment où vous remettez tout le film en jeu au montage et où vous reposez d'autres questions en disant alors maintenant on va raconter l'histoire mais encore d'une autre façon, j'adore ce moment-là aussi. J'adore vraiment toutes les étapes techniques du travail du cinéma sont des étapes qui me passionnent, même si le cœur de mon travail reste le cœur vivant, c'est-à-dire les acteurs. Certains disent qu'ils sont arrivés au cinéma presque par hasard. Vous, on a le sentiment que le cinéma coule dans vos veines. C'est une passion dévorante qui remonte à l'enfance. Et alors, c'est très bizarre, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Je savais exactement ce que je voulais faire à l'âge de 7 ans. Puisque l'instituteur m'a demandé, j'étais en CE1 et il m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai été très fier parce que j'ai orthographié IDEC, IDHEC. J'étais très fier de me souvenir du H et c'était le nom à l'époque de l'École nationale de cinéma à Paris. Alors j'étais un enfant de province et je savais le nom de l'école de cinéma que je voulais faire. Et voilà, et je sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi, je n'ai pas vu spécialement beaucoup de films. J'étais un gamin de province, donc il n'y avait pas beaucoup de cinéma dans ma ville, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Et la suite nous a prouvé que vous aviez raison de persévérer. Merci beaucoup Arnaud Desplechin d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de cette venue à Monaco. Aura-t-il bien lieu? C'est la question que l'on se posait encore la semaine dernière quant à l'organisation du rallye Monte-Carlo. Et au final, c'est une très belle édition que vous avez pu suivre notamment sur notre antenne. Retour sur le sacre pour la 8e fois de Sébastien Ogier dans ce résumé, signé Fabien Bonilla et Thomas Deus. 257 km chronométrés, 14 spéciales de jeudi à dimanche, répartis sur 5 départements, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Drôme, les Alpes de Haute-Provence pour finir par les Alpes-Maritimes. Ce rallye Monte-Carlo, qui a failli ne pas avoir lieu, ouvre la saison 2021 du WRC. Sur le papier, 5 pilotes sont susceptibles de remporter l'épreuve. L'Estonien Ott Tänak, champion du monde 2019, le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, le Gallois Elfyn Evans, deuxième au championnat du monde l'année dernière, Thierry Neuville, le Belge, précédent vainqueur du rallye Monte-Carlo, sans oublier, bien sûr, le champion du monde en titre, septuple, même champion du monde, Sébastien Ogier. Une 89e édition qui a tenu toutes ses promesses, pluie, neige, glace, soleil, les éléments étaient présents pour un rallye à huis clos mais palpitant, avec dès le premier jour une sortie de route spectaculaire du Finlandais Timo Sunninen, qui s'en sort indemne mais qui est contraint à l'abandon. Un début de rallye dominé par Ott Tänak qui remporte les 2 spéciales du jour. L'Estonien prend la tête de ce rallye. Il est poursuivi de très près par le Finlandais Rovanperä. Sébastien Ogier termine 5e au classement avec un problème de frein. Il est à 17 secondes du leader. Le lendemain, vendredi, ça sera un duel de Toyota Yaris entre Sébastien Ogier qui obtiendra les meilleurs temps dans 4 spéciales sur 5 et son coéquipier Elfyn Evans qui le talonne. Lors de ce 2e jour, le Français subit une crevaison et finit sur une jante. C'est au final le Gallois qui prendra la tête du rallye à la fin de la journée de vendredi avec 7 secondes d'avance sur le gap pensé. Les autres concurrents commencent à être distancés étape par étape. Samedi, le patron va prendre des choses en main. Sébastien Ogier survole le rallye Monte-Carlo, lui qui en a déjà remporté 7. A noter l'abandon de Ott Tänak qui crève 2 fois alors que stratégiquement il n'avait qu'une roue de secours dans son coffre. L'aventure s'arrête ici et la décision est irrévocable. La suite n'est qu'une formalité. Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia déroulent le tapis rouge jusqu'à l'arrivée dans les Alpes-Maritimes du côté de Puget-Thény et Entrevaux. Il remporte ce 89e rallye Monte-Carlo. C'est sa 8e victoire ici et il ne s'en lasse pas. Pour moi, ça reste des moments magiques, gagner le rallye Monte-Carlo. J'ai toujours des étoiles dans les yeux. Quand je me rappelle quand j'étais petit au bord des routes, voir passer ces voitures de rallye, ça me faisait rêver. C'est ça qui m'a donné le rêve d'être pilote un jour. Et une 8e victoire ici, un record, c'est le plus beau record que je puisse avoir. En tout cas, c'est celui qui me rend le plus heureux. C'est pas forcément une chasse qu'on fait quand on est compétiteur de courir après les records. Mais en tout cas, celui-là, il est quand même spécial et je vais l'apprécier. Une victoire qui a pour Sébastien des allures de cadeau d'anniversaire pour son père. Ouais, c'est génial. C'est vrai que forcément, mon père est très fier de moi toujours et mon premier supporter avec toute ma famille. Ouais, aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc il n'y avait pas plus beau cadeau pour lui et je pense qu'il l'apprécie aussi. En 2e position, son coéquipier sur Toyota, le Gallois Elfyn Evans. Un habitué du rallye,
Et en troisième position, sur Hyundai, le vainqueur de l'an passé, le Belge Thierry Neuville, il s'est accroché tout au long des épreuves, sachant qu'il découvrait à peine son nouveau copilote suite à des différends avec le précédent. Ça s'est pas trop mal passé. On est arrivé ici avec un nouveau copilote qui a sauté dans le siège d'urgence. Après le travail qu'il a réalisé ce week-end, j'ai été suffisamment satisfait pour dire que voilà, on sera dans la voiture pour le prochain rallye, c'est clair. On fera encore des séances d'essai. Il y a pas mal de choses qu'on veut encore améliorer, évidemment. Mais je pense que le départ était plutôt prometteur. Pour info, le Finlandais Rovanperä et l'Espagnol Dani Sordo complètent ce top 5. Cette édition s'est déroulée dans des conditions bien particulières, avec un tracé plus court, des épreuves de jour et à huis clos, mais une édition qui a quand même eu lieu dans cette incertitude sanitaire. Dans l'actualité sportive toujours, du basket, Chrisinda. Les joueurs de la Roca Team sont partis ce matin avec une équipe de Monaco Info en Espagne pour affronter les basketteurs de la Peña, le mythique club de Badalone. Après son succès à Nanterre, puis face au club de Malaga, au prix d'une grande deuxième mi-temps, l'ASM est aujourd'hui en tête de sa poule. Alors espérons que les Rouges et Blancs poursuivront sur leur lancée. Ce match en Catalogne se déroulera ce mardi à 20h45. Et du football, tout sourit à l'AS Monaco. Dans le choc de la 21e journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille, les hommes de Niko Kovac ont enchaîné une 4e victoire d'affilée en remportant le match 3-1. Et après cette victoire face à l'OM, les Monégasques se déplaceront à Nantes dimanche pour affronter les Canaries à 21h. Patricia. Nous passons aux prévisions météo plutôt clémentes. Mardi, le temps qui s'installera sera généralement clair, mais durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. De belles éclaircies donc et une légère brise au programme de mardi. Côté température, 2 degrés pour les minimales, 9 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h51 et se couchera à 17h33. Mardi 26 janvier, nous fêterons les Paulines. Et puis sinon, sachez qu'aujourd'hui, ce lundi 25 janvier, eh bien, il s'agit de l'anniversaire de la princesse Charlène. Un très bel anniversaire donc à la princesse Charlène. Nous nous quittons avec un retour en images sur la belle victoire de l'AS Monaco face à l'OM ce week-end. Demain, je vous le rappelle, vous pourrez suivre les festivités de Sainte-Dévote en direct sur Monaco Info à partir de 17h30 en compagnie de Sandrine Nègre et de l'abbé Christian Venard. Je vous retrouve quant à moi demain toujours à 19h pour une nouvelle édition du journal. Très belle et douce soirée à tous.